Bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on a choisi de vous parler aujourd'hui des relations toxiques. Pour cette vidéo, je suis en enregistrement avec deux personnes que vous avez déjà vues sur la chaîne, si vous y êtes abonné. Il y a d'abord Michel Guénier, qui est un intervenant régulier de la chaîne, qui est président de l'AVMPN et qui intervient à ce titre dans la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour Michel. Bonjour Sylvie, bonjour Alain et bonjour à tous et à toutes. Alors, pour ceux qui découvriraient Michel et la VMPN, c'est l'association d'aide aux victimes de manipulateurs pervers narcissiques. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler relations toxiques au sens large et pas seulement des pervers ou des perverses narcissiques. Et puis, à côté de Michel, il Voilà. y a Alain Baud, que je vous avais présenté il y a quelques mois pour vous parler de son activité d'hypnothérapeute. Et justement, je trouve que c'est intéressant qu'on ait un thérapeute avec nous aujourd'hui pour aborder cette question des relations toxiques. Bonjour Alain. Bonjour tout le monde. Alors, pourquoi on a choisi de reparler de ce thème qui a déjà été abordé maintes et maintes fois, non seulement sur ma chaîne et sur d'autres chaînes? D'abord parce qu'il est toujours d'actualité. Michel nous le disait encore en introduction, enfin, en préparant l'émission tout à l'heure, la VNPN reçoit beaucoup de demandes d'aide de particuliers de tout sexe, de tous âges, de toutes les catégories sociales, toutes les régions de la France. Donc voilà, c'est un sujet qui est malheureusement toujours d'actualité. Et puis aussi parce que, en regardant justement ce qu'on avait déjà fait sur le sujet par le passé, je me suis rendu compte que souvent, on avait parlé de la toxicité des relations ou de la manipulation en parlant de l'autre, en parlant du pervers ou de la perverse narcissique, de comment il se comporte, comment il agit. Et je me disais que ce qui pouvait être intéressant dans cette vidéo-ci, c'était de poser le problème un peu à l'envers et de parler de vous. Vous, quand vous êtes dans une relation, comment vous vous sentez? Comment vous pouvez identifier, détecter si cette relation, elle est bonne pour vous, elle est positive, elle est nourrissante, ou si au contraire, elle est destructrice, malveillante, ce qu'on appelle toxique. Alors, dans le cas des produits, c'est simple parce qu'un produit toxique, il va être toxique pour quasiment tout le monde. Si vous avez un produit toxique, que ce soit du tabac, que ce soit de la drogue, il va avoir pas forcément les mêmes effets, mais il va agir sur tout le monde comme un produit toxique. Quand il s'agit d'une personne, c'est différent parce qu'une personne toxique pour une autre peut ne pas être toxique. Par exemple, si la personne est toxique pour moi, elle peut ne pas être toxique pour Alain ou pour Michel. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas vraiment, ou pas seulement la personne qui est toxique, c'est la relation. Et je trouve que c'est vraiment important dans un premier temps de poser ça dans les groupes de parole qu'on organise avec l'AVMPN tous les 2 mois. Michel, en tant que président, pose toujours une première chose en début de réunion que je trouve très importante et que je vais lui demander de rappeler aujourd'hui, c'est que finalement, la question, c'est pas tellement de savoir si une personne est perverse narcissique ou pas, c'est de savoir comment vous vous sentez dans cette relation et à quel type de relation vous aspirez. Donc, je te laisse peut-être, Michel, redévelopper ça en préambule. Oui, ben, c'est tout à fait ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que souvent, quand on fait nos groupes de parole, que ce soit en présentiel ou à distance, il y a toujours des personnes qui ont besoin de mettre un titre sur ce qu'ils vivent. Et on a l'impression que ça les rassure de dire oui, mais moi, je suis avec un manipulateur ou manipulatrice, hein, on s'occupe des deux évidemment, comme si c'était voilà, un prétexte pour elle d'agir. Et nous, c'est ce qu'on répond toujours, comme tu viens de le dire Sylvie, peu importe qu'il s'agisse de manipulation, du moment que la relation elle devient toxique, eh bien, il faut s'en séparer. Alors, je pèse mes mots parce que souvent on me dit oui, mais tu conseilles alors aux gens de se séparer. C'est pas ça. Mais je veux dire, quand vous êtes dans une relation où vous n'en pouvez plus, évidemment, la seule solution, c'est de se séparer de cette relation toxique. Mais effectivement, beaucoup de personnes ont besoin de mettre un nom. Ça leur donne le courage. On a l'impression que si pour elles, ces personnes ne sont pas des manipulateurs, des manipulatrices, pervers, narcissiques ou pas, en fait, elles ne vont pas franchir le pas parce qu'elles n'ont pas ce motif. Moi, je dis que quand il y a un problème, quand vous vous sentez mal, on va en parler après des signes hein, que vous sentez mal, eh bien, il faut mettre fin à cette relation parce que eh bien, ça va continuer de vous détruire. Peu importe, j'insiste, que la personne que vous avez avec vous soit manipulatrice ou pas, pervers ou pas, narcissique ou pas. Pour nous, ce n'est pas quelque chose d'important, même si c'est le titre de notre association.
Alors, on va quand même apporter une précision importante. On n'est pas non plus en train de vous dire qu'au moindre petit malaise, il faut couper les relations. Quelquefois, le dialogue, la communication, poser des actes simples résolvent le problème. Là, on parle vraiment de relations qui sont destructrices à répétition, sur du long terme. On pourrait dire dans une certaine forme de harcèlement, qui soit moral ou des fois même aussi physique. Et si on avait envie de vous donner aussi des clés, des questions à vous poser pour savoir dans quoi vous êtes et comment réagir face à ça, c'est parce que vous me le disiez tous les deux, il y a souvent, de la part des personnes qui sont dans des relations toxiques, une partie d'elle qui est dans le déni. C'est-à-dire qu'elle a bien conscience, la personne, que voilà, qu'elle ne se sent pas bien, que quelque chose ne va pas dans cette relation, qu'il y a quelque chose qui est louche, qui est flou. Mais il y a une autre partie d'elle-même qui fait qu'elle, justement, elle est retenue. C'est comme si elle était un peu prisonnière, qu'elle était dans un engrenage où elle n'arrive pas à quitter cette relation ou pas se reconnaître à quel point cette relation est toxique et destructrice pour elle, et qu'elle y reste. Et peut-être que là, en tant que thérapeute, Alain, tu peux nous apporter ton éclairage, puisque j'imagine que des personnes comme ça, tu en as eu en consultation, et puis tu connais toi-même la manipulation perverse narcissique et les relations toxiques, tu les as vécues aussi à titre personnel. Donc, qu'est-ce que tu as à nous dire de ce déni? Comment est-ce que tu le détectes, en fait? Comment ça se Alors, moi, dans le métier que j'ai, effectivement, je suis un peu un miroir à la personne qui vient me rencontrer. Donc, du coup, c'est comme si vous aviez un miroir face à vous et que vous parliez à vous-même. Sauf que souvent, les gens, si tu parles à ton miroir, tu ne vas pas forcément t'entendre. Moi, je suis un miroir qui s'adapte en plus. Et souvent, les gens, effectivement, me donnent des informations où on voit tout de suite qu'effectivement, par exemple, ça ne se passe pas bien, que peut-être aussi, vous savez, il y a des gens qui somatisent, par exemple, c'est-à-dire que le corps va parler. En fait, si on va de manière plus générale, effectivement, il y a les pensées qui viennent, il y a les idées, les phrases qu'on entend, donc il y a l'extérieur qui va venir nous parler, mais il y a nous, après notre corps, et il y a deux phases. Il y a les pensées que vous allez entendre, par exemple, une phrase que je vais vous dire, et qui ensuite va s'intégrer dans votre corps et se matérialiser. C'est comme ça qu'on voit certaines somatisations, comme par exemple les problèmes de peau, qui, selon si vous lisez des livres comme ça sur ça, qui sont juste une carapace pour se protéger de l'extérieur. Et comme ma peau est abîmée, l'extérieur ne va pas pouvoir venir. Et effectivement, cette notion de déni, elle vient souvent par le corps principalement. Donc, il y a des gens qui viennent me voir. On va vraiment prendre cet exemple du problème de peau. Ils ont essayé toutes les pommades, toutes les choses comme ça, et rien n'a fonctionné. Ils ont essayé la cortisone. Donc, c'est vraiment le symptôme qu'ils ont essayé de travailler. Et ils n'ont jamais pensé à travailler la cause. Et quand on parle avec les gens comme ça, on se rend compte très rapidement qu'ils vont vous dire des choses. En plus, quand on va voir son thérapeute, on lui dit des choses. Moi, j'ai des gens qui me disent je te dis des choses que je n'aurais pas dit à mon conjoint, donc qui vont être vraiment très, très intime. Et je rencontre vraiment des gens, oui. Alors, ce déni, il est pour soi principalement parce qu'on essaye de se dire, ben non, tout va bien, quoi. Je suis dans un cadre qui me va. Ah oui, effectivement, je vais peut-être exagérer un peu là-dessus, mais mon homme me bat. Mais bon, c'est parce que, bah, vous comprenez, des fois, il rentre, il est un peu fatigué, donc il faut qu'il… et en fait, voilà, ouais, on rencontre souvent ce genre de cas. Et comme tu le disais, c'est pas forcément que le couple, hein. Ça peut être aussi la famille, ça peut être nos parents, ça peut être un frère, ça peut être un cousin, ça peut être ce genre de choses. Ou professionnel, ça peut être le patron, Et ça professionnel, peut être tout le à fait. collègue. Et ce déni, je trouve, est amplifié. Alors là, on n'a pas trop encore parlé de ça, mais par une tierce personne. C'est-à-dire que si, par exemple, c'est mon conjoint et que ma mère adore ce conjoint, eh ben, la mère va amplifier en disant mais non, il est parfait, c'est toi qui… Et donc, je trouve que ça amplifie le déni. Donc, du coup, bah ouais, voilà le déni, en fait. C'est vraiment le truc où on est enfermé dans sa bulle, quoi, et on n'arrive pas trop à voir ce qui se passe vraiment en dehors. Donc, le thérapeute sert à ça souvent, hein, à amener à une réflexion et à, peut-être pas la sortie du déni, mais commencer déjà à avoir une image différente, tu vois, quelque chose d'extérieur, quoi. Oui, c'est vrai que souvent il y a un manque de discernement de la part des personnes. C'est pas enfin, ça dépend des cas. Je pense qu'il y a les personnes qui ne veulent pas voir qu'il y a un problème pour des raisons qui leur appartiennent, parce que c'est trop violent pour elles
de reconnaître ça, ou voilà. Il y a les fois où le corps parle, comme tu disais. Alors, tu as parlé des problèmes de peau. Moi, je pense aussi aux gens qui ont des problèmes de dos, parce qu'ils portent sur le dos qui une portent. personne qui les pompe, les personnes qui sont tout le temps épuisées en manque d'énergie. Qu'est-ce qu'il peut y avoir Je rencontre souvent des gens avec la fibromyalgie, hein, justement, de plus en plus, de beaucoup plus en plus, quoi. Et des gens qui vont se remettre toujours en question en se disant « c'est ma faute, c'est ma grande faute ». Enfin, vous connaissez le truc de se flageller, en fait. Alors, il y a ça, et puis il y a, alors ça, moi, je l'ai beaucoup observé dans les groupes de parole, justement, avec la VMPN. Souvent, ce sont des personnes qui vont trouver des excuses à l'autre. C'est-à-dire qu'elles ont bien conscience que l'autre a un comportement déviant. Là, elles sont plus totalement dans le déni, hein. Elles ont bien conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'ailleurs, elles somatisent pas forcément physiquement, elles verbalisent que quelque chose ne va pas. Mais c'est comme si elles se faisaient passer après l'autre parce qu'il a plus souffert, parce que, comme tu disais, voilà, il est violent, mais oui, il a un métier tellement stressant, il faut bien qu'il se défoule quand il rentre. Donc, en fait, c'est comme si elles avaient une image d'elles-mêmes. Alors, je ne sais pas si elle est dévalorisée ou défaillante, mais qui fait qu'elles se font passer après l'autre. Elles se mettent un peu en seconde position, à l'arrière-plan, comme la personne qui doit soutenir l'autre, voire même sauver l'autre. Et peut-être Michel, il a quelque chose à nous dire sur ce rôle de sauveur, parce que je sais que c'est aussi quelque chose qu'il rappelle souvent dans les groupes de parole. Alors, déjà, avant de parler du sauveur, je vais rebondir juste sur ce que tu as dit avant, qui est important. Quand tu dis, Sylvie, et c'est vrai, que parfois, ces personnes toxiques peuvent l'être pour certaines personnes et pas pour d'autres. C'est vrai, mais il y a quand même deux catégories. C'est-à-dire que nous, on le voit, par exemple, moi j'ai un exemple frappant, sans mauvais jeu de mots, d'une dame qui était frappée justement par son mari. Et cet homme avait une maîtresse, et quand je lui ai dit, mais il frappe aussi sa maîtresse, elle m'a dit, ah bah non, il n'a pas intérêt de la frapper parce qu'elle, c'est sûr que vu la mégère que c'est, ce ne serait pas faire. Et j'avais dit à cette personne, j'ai dit, ben, ça veut dire que toi, si tu te laisses faire, il faut être une mégère pour tenir tête à ton mari. Ça veut dire qu'effectivement, parfois, le manipulateur, le violent ou quoi que ce soit, la relation toxique, parfois, ben oui, elle va être sur certains et pas sur d'autres, mais il faut quand même pas oublier aussi que parfois, il y a des personnes, moi j'avais du mal à le croire parce que moi, comme on dit, je suis pas dans le monde des bisounours, mais j'essaye toujours de trouver le côté gentil des gens, mais il y a parfois des gens qui veulent détruire à tous les niveaux, que ce soit au travail, il y a des personnes, quoi que vous fassiez, ce qu'ils veulent, c'est vous dominer, de dire c'est moi le chef, c'est moi l'homme, c'est moi la femme, etc. Et moi, j'ai le pouvoir de te détruire. Donc, il faut vraiment différencier ces deux cas. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont toxiques, manipulatrices, parce qu'elles vont s'engouffrer dans une faille, parce qu'elles vont détruire la personne, mais qui sont peut-être adorables avec d'autres personnes. Mais il y a aussi des personnes qui sont foncièrement, alors j'aime pas dire ça, mais foncièrement mauvaises, mais foncièrement ce besoin d'abus, ce besoin d'autorité. Donc, il ne faut pas mélanger les deux, parce qu'effectivement, parfois, on peut tomber sur des personnes… alors, j'aime pas le mot faible, parce que les victimes, ce ne sont pas des gens faibles. Très, très souvent, elles ont même, c'est ce que je dis toujours, et je pense qu'Anna sera d'accord avec moi, quand on a le pouvoir de se détruire, on a un immense pouvoir de se construire. Quelqu'un qui est capable de se procurer des maladies, je vous laisse imaginer ce qu'il est capable de faire au niveau positif. Oui. Après, par rapport… Ça, on ne sait pas forcément, ça. Voilà, ça, on ne sait pas forcément. Et nous, c'est pareil dans l'association, c'est ce qu'on essaie de dire. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui viennent au groupe de parole, à Bassili, on l'a vu que ce soit à distance, soit présentiel, qui au début n'osent pas parler parce qu'elles se disent oh, ouais, mais moi, ça ne va pas être intéressant et j'ose pas. Et puis au bout d'un moment, elles voient qu'il y a une bonne ambiance, une bonne confiance, donc elles vont se mettre à parler, et puis parfois même on ne peut plus les arrêter. Donc c'est bien parce que voilà, ces personnes-là parlent. Mais c'est vrai que pour en revenir à ta question par rapport au… Alors c'était quoi ta question par rapport au délit ou au profil des victimes? Au sauveur. Au sauveur, pardon. Voilà, j'ai parlé. Au triangle de Cartman. Alors, déjà, ça, c'est un peu ce que j'avais expliqué dans la conférence qu'on a fait sur la dépendance affective. Effectivement, déjà, on a tous tendance à vouloir sauver. Ça, c'est un petit peu dans la nature. Mais ça, cette notion de sauveur-sauvé, ça vient très, très, très souvent de l'enfance. C'est toujours, en fait, pour essayer de réparer quelque chose qu'on n'a pas pu réparer dans l'enfance. Par exemple,
et qu'on ne pouvait pas parce qu'on n'avait pas, c'était pas notre rôle, on n'avait pas les moyens. Je prends toujours cet exemple bon, que j'ai eu de personnes qui maintenant sont adultes et enfants qui ont vécu par exemple un père ou une mère alcoolique, un père ou une mère droguée, une absence ou quoi que ce soit. Elles avaient ce rôle inconscient quand elles étaient jeunes de se dire mais je suis petite, mais il faut que je relève ce défi, il faut que je sauve mon parent de ça. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'en grandissant, eh ben, elles gardent ce rôle et systématiquement, enfin très, très souvent, eh bien, elles vont reproduire ça. C'est un peu comme un défi, en fait, dans leur personnalité, de se dire, tant que je n'aurai pas réussi ce défi là où j'ai échoué quand j'étais jeune, il va falloir que je me mette que j'affronte ce défi et que je réussisse. Et malheureusement, c'est une grosse erreur parce que on va souffrir. Je pense souvent, j'avais pris cet exemple du boxeur qui monte sur le ring et chaque fois, il veut défier chaque fois, mais chaque fois, il ramasse, mais il va continuer parce que pour lui, gagner un combat, ça va être gagner toute sa vie. Non, pas forcément, parce qu'on va peut-être gagner un combat, mais comme je dis, mais on ne gagnera pas la guerre. Et c'est important cette notion de sauveur-sauveuse, c'est-à-dire qu'on souffre et on veut se rendre vivant. Dans la notion de sauver les autres, il y a toujours se rendre utile, se rendre vivant. Et souvent, eh bien, on fait passer l'autre avant soi. Et c'est là qu'est le danger, parce qu'il y a un proverbe qui est très connu qui dit avant d'aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Et ça, les gens l'oublient tout le temps. Mais comment voulez-vous qu'on vous aime si vous ne vous aimez pas? Comment voulez-vous que les autres voient de l'amour en vous si vous leur montrez que vous ne vous aimez pas? Donc, ça, c'est une évidence, mais qui n'est pas toujours facile à accepter. Mais il faut d'abord s'aimer, d'abord être fort. C'est ce que je dis toujours dans la conférence que je fais sur la loi d'attraction. Si vous avez 10 000 euros dans votre sac, que vous donnez tout à un mendiant, c'est très gentil, mais c'est très bête parce que vous n'avez plus rien pour manger. Donc, il faut être capable de garder une bonne partie pour soi et d'être capable de donner aux autres ce que vous pouvez donner, ce que vous avez envie de donner, mais gardez votre intégrité, gardez l'amour que vous avez pour vous. Donc, voilà pour répondre par rapport à ça. Tu veux réagir, Alain? Je te voyais opiner Ouais, de la tête. il y a beaucoup de choses à dire, mais effectivement, tu sais, enfin, je suis hypnothérapeute, donc l'hypnothérapie, c'est la thérapie de l'inconscient et de l'enfant intérieur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a tous en nous, hein. On garde toujours cet enfant en nous. Je le vois tous les jours s'activer. Et effectivement, c'est comme disait Michel, c'est-à-dire en général, 0 et 7 ans, c'est là que les choses vont s'inscrire, c'est là qu'on va faire des réflexes et que du coup, si effectivement vous avez vécu avec quelqu'un qui est dans cette dépendance affective, vous allez recréer, il y a ce sauveur, effectivement, c'est important. Et du coup, après, quand on est adulte, ben, ce fameux toxique, il va aller activer en fait cet enfant intérieur et le chercher. Donc, alors, bon, si on va vraiment dans le pervers narcissique, même si au niveau des psychopathologies, ça n'existe pas vraiment le pervers narcissique, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vraiment mettre cette personne qu'il va rencontrer sur un piédestal en lui disant « Waouh, t'es magnifique ». Et donc, il va activer en nous, et je rebondis par rapport à Michel, ce truc de dire « Waouh, ah ouais, je suis quelqu'un de bien, on m'aime, on me trouve belle, on me trouve beau, machin ». Et puis après, ben, vous le savez, ça devient une proie et le pervers narcissique, il va passer par des étapes où il va casser la personne. Dès qu'il va voir qu'il est en train de la perdre, il va les rattraper. Enfin, mais en fait, qu'est-ce qu'il fait? Effectivement, il active en nous cet enfant qui a besoin d'être aimé, qui a besoin de sauver, qui a besoin de tellement de choses, en fait. Et oui, effectivement, comme dit Michel, si on ne s'aime pas, on ne pourra pas être aimé et aimer l'autre personne. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se mettre avec quelqu'un, hein, mais ça veut dire qu'effectivement, il ne faut pas s'oublier. Il faut vraiment, moi j'ai tendance à dire, il faut vraiment se mettre en avant. Alors, le truc, c'est que là-dedans, quand on commence à dire ça, on a l'impression d'être égoïste. Et on est dans un monde qui n'aime pas les gens qui sont égoïstes. En tout cas, c'est un peu mal vu. Et donc, il faut arriver à trouver un équilibre, effectivement, je pense. C'est difficile de résumer rapidement là ce qu'on vient de se dire, mais… Moi, je dirais que ça montre l'importance de travailler sur soi, que ça soit seul ou si on est déjà en état de le faire seul ou accompagné. Parce qu'en fait, plus justement on va aller guérir ces failles que l'enfant intérieur ramène avec lui à l'âge adulte, et plus on va limiter la possibilité pour les personnes toxiques de s'engouffrer dans ces failles et justement de mettre en place des relations malsaines pour nous. Sachant que de toute façon, la relation toxique, elle est là justement pour nous aider à prendre conscience de certaines choses et à ne pas les laisser se répéter. Donc, elle a aussi un rôle
instructif, évolutif quelque part. Alors certes, d'une manière qui peut être très cruelle, hein, parce qu'on peut être aussi très long à comprendre ou à accepter de voir, ou parce qu'on peut arriver avec une histoire déjà chargée, mais en tout cas, ça aussi, on le voit bien dans les groupes de parole, il y a ceux qui sont encore vraiment tout au début de l'histoire et qui se sentent victimes, et puis il y a ceux qui ont déjà un regard lucide sur la situation, qui ont compris comment c'est arrivé, pourquoi ils ne veulent plus que ça leur arrive, et qui viennent là pour chercher des solutions sur comment éviter que ça se produise à nouveau, ou comment, justement, ce qu'on était en train de dire, comment détecter que je suis à nouveau en train de reproduire une relation toxique. Alors justement, si on revient à notre propos de départ, quels sont les symptômes? Alors, tu as parlé des symptômes physiques, Alain. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes qui peuvent nous faire prendre conscience que déjà, on est dans une relation où quelque chose ne va pas? Alors moi, par exemple, je peux donner quelque chose que je remarque pratiquement dans tous les témoignages des groupes de parole, c'est que ce sont des personnes qui n'ont plus confiance en elles, plus d'estime de soi, et puis qui, comment dire, c'est comme s'il y avait une scission un peu dans leur personnalité, hein, qui sont sans arrêt dans il faudrait que je fasse ci, ah mais non, en fait, il faudrait que je fasse ça, parce que justement, dans la manipulation perverse narcissique, comme le PN ou l'APN souffle sans arrêt le chaud et le froid, et ben, c'est quelque chose qui déstructure d'autant plus la personnalité qu'on n'est pas quelqu'un qui est habitué à prendre des décisions par soi-même. Donc, si on est quelqu'un qui se conforme beaucoup aux demandes des autres, qui n'existe qu'à travers le regard de l'autre, et que les paroles ou le regard de l'autre, eh ben, il souffle une fois froid et une fois chaud, comme tu l'as dit Alain, une fois sur le piédestal, et puis une fois, plaf, je te fais dégringoler, et puis je recolle les morceaux, je te remets dessus, et puis plaf, je te fais redégringoler. C'est sûr que c'est très, très destructeur. Est-ce que vous voyez d'autres symptômes, d'autres signes qui montreraient qu'on est déjà dans une relation moi, je pense aussi à toutes les personnes qui nous disent « Ah, j'ose pas lui dire parce que ça lui ferait de la peine ». Là aussi, hein, on retrouve bien ce truc de sauveur. Ça veut dire que déjà, on est dans une relation où on ne communique pas vraiment. Parce que dans une relation qui est saine, même si on sait que ça va faire de la peine à l'autre, eh ben, on lui dit. On essaie de trouver les bons mots pour lui dire, mais on ne va pas essayer de le préserver, justement. On va considérer qu'on est à l'égal de l'autre et que si soi-même on est en souffrance, on a aussi le droit d'exprimer sa souffrance à l'autre. Peut-être, Michel, tu veux réagir à ça? Ouais, je vais réagir. Je vais peut-être vous surprendre dans ce que je vais dire. Alors déjà, première chose, avant de réagir, tu dis des phrases, donc tout de suite, hop, ça me met une autre idée. Tu as tout à fait raison, mais plus que raison même quand tu dis que chaque relation, il faut voir le positif. C'est comme chaque chose qu'on vit dans sa vie. Souvent, ben voilà, on a mal quelque part et puis on nous enlève ce mal et il faut essayer de voir ce qu'il y a de positif là-dedans. Et là, je suis mais 1000%, tu le sais, hein, d'accord avec toi. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens en fait qui n'ont même pas envie d'entendre parler de ça. Et c'est là où parfois, mais j'ai envie de leur dire, mais pitié, mais essayez de voir ce côté même positif. Alors bien sûr, attends, je me fais frapper, mon mari m'a tout pris, ma femme aussi, elle m'a pris tous mes biens, les enfants, ils vivent un enfer. Il y a quoi de positif là-dedans? Je comprends, bien sûr que c'est dur parfois de trouver du positif quand on a la tête dans la boue, qu'on ne peut plus respirer, mais malgré tout, je le maintiens, il y a toujours, pour ceux qui se sortent de ces situations, il y a toujours un côté positif. C'est toujours un énorme travail sur soi. La souffrance, ça fait partie de notre vie, c'est ce que je dis toujours. La souffrance, c'est utile à condition de ne pas en faire notre allié. Et effectivement, il faut qu'on comprenne ces périodes de souffrance pour avancer. Mais il y a des personnes qui ne veulent pas avancer. Et pourquoi je dis que je vais vous surprendre? Parce que de plus en plus, dans tous les coups de fil que je reçois, dans tous les groupes de parole qu'on fait, on parle beaucoup de déni. Oui, il y a des personnes qui sont dans le déni, mais maintenant, je me demande de plus en plus si ces personnes sont vraiment dans le déni ou si c'est simplement qu'elles restent par situation de confort, vraiment. Parce que quand on dit ces personnes sont dans le déni, moi parfois je discute avec quelqu'un, je prends encore l'exemple le plus dur, hein, voilà, je me fais frapper par mon mari, mais je l'aime, il dit non, enfin, je suis désolé, c'est pas de l'amour, c'est pas de l'amour, c'est peut-être de la dépendance affective, mais c'est pas de l'amour. Ouais, mais bon, on a quand même vécu ci, des bons moments, des choses comme ça. Et quand je creuse la question, systématiquement, j'entends les mêmes choses. Ouais, mais c'est bon que si moi je le quitte, eh ben, je serai sans boulot. Ou alors, bah oui, mais bon, le soir, eh ben, il est quand même là, ou elle est quand même là. Oui, puis il y a les enfants. Alors, c'est une forme de déni, mais c'est aussi une forme que on sait ce qu'on a
même si c'est très, très mauvais. Et on a peur de l'inconnu, peur de se retrouver seul, ça c'est le numéro un. Peur du manque d'argent, ça c'est le numéro 2, presque aussi numéro un. Peur qu'on nous tourne le dos. Donc, c'est pas vraiment du déni, parce que quelque part, au fond de soi, on sait. On sait qu'on n'est pas bien. Je suis désolé, quand on voit un couple qui se prend par la main, qui s'embrasse, qui se prend dans les bras, alors c'est pas toujours, ça peut être que des apparences, mais et que nous, qu'on voit quand on arrive, on se ramasse une tarte ou des insultes ou des dénigrements, je pense qu'à moins d'être complètement idiot, on sait quand même bien faire la différence. Donc, il y a du déni, ça existe, mais il y a aussi ce que je vais appeler du faux déni. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est du déni, mais on sait quand même. On sait que quand même ce qu'on vit, c'est pas super. Après, voilà, c'était la petite parenthèse, comment on peut voir que c'est une relation toxique? Ben, je veux dire, il y a des signes quand même qui ne trompent pas. Alors, évidemment, au début, souvent, on croit que c'est tout beau, tout rose, mais très, très, très souvent, quand on interroge Sybille, les gens dans le groupe de parole, on voit quand même que dès le début, il y avait des petits trucs. Ouais. Dès le début, très souvent, pas toujours. Ça serait faux de dire ah mais non, mais toujours. Mais il y a quand même souvent quand même des petits signes. Quelqu'un qui au départ vous encense, mais au bout de 2-3 mois commence déjà à vous critiquer. Quelqu'un qui vous éloigne de votre famille, de vos amis, qui va vous dire ouais mais tu sais, ça serait mieux si tu arrêtais de travailler, quelqu'un qui veut un enfant au bout de 15 jours, quelqu'un qui veut se marier au bout d'un mois, ben, ça c'est quand même des signes où il faut faire attention. Pourquoi cette personne veut se marier si tôt? Alors, bien sûr, la personne, ouais, mais tu es la femme de ma vie, tu es l'homme de ma vie, je t'aime trop. Oui, mais peut-être. Alors, dans trop, il y a trop. Hein. Donc, mais fais attention quand même parce que c'est trop tôt, on ne se connaît pas assez. Tu veux un enfant, mais ça fait 2 mois qu'on est ensemble. Enfin, j'exagère, mais 2 ou 6 mois. Alors, bien sûr que le grand amour, ça existe. J'y crois, ça existe le grand amour. Mais il faut quand même faire attention entre un amour qui est issu d'une souffrance et un amour qui est posé. C'est-à-dire ce que j'appelle issu d'une souffrance, c'est-à-dire on veut sortir d'une situation familiale, de coups qu'on a ramassés dans le passé, et on trouve quelqu'un, ça y est, c'est l'idéal, et on veut se mettre avec. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est très dangereux parce que ça, c'est vraiment une relation issue d'une souffrance. Et ça, c'est pas bon. Alors que quand c'est une relation posée, eh ben, on a posé déjà nos valises, on a posé ce qu'on avait sur le dos, on rencontre quelqu'un, ben, on peut très bien s'aimer tout de suite, hein, mais c'est une relation beaucoup plus calme, beaucoup plus réfléchie. Et c'est pour ça que moi, je vous demande, pour ceux qui écoutent, de bien faire la part des choses. C'est voilà, c'est bien faire la part des choses dans une relation. Ah ben, je souffre, donc il faut que je me mette avec quelqu'un qui me comprenne, quelqu'un que je veux sauver. Ou alors, ah ben, tiens, je rencontre cette personne. Ah, c'est calme, c'est reposant. Il n'y a pas toujours de conflit. Donc, vous voyez, c'est important de bien faire la différence des deux. Mais voilà, ça répond un petit peu à ta question. Donc, il y a toujours tout un tas de symboles. Je veux dire, quelqu'un, par exemple, qui est toujours sur son portable, qui va dans la chambre pour pas vous faire voir ce qu'il écrit, quelqu'un qui va rentrer tard le soir, alors si c'est pour le travail, ok, mais qui va rentrer de plus en plus tard, quelqu'un qui a un comportement qui va être de plus en plus agressif, qui va vous faire de plus en plus de reproches, ça, ce sont des petits signes qui ont du mal à s'arranger et qui risquent de s'aggraver avec le temps. Quelqu'un qui va vous faire des reproches, les mêmes reproches que où c'était des compliments avant. C'est-à-dire au départ, j'adore comme tu es habillé, tu es sexy et tout, puis au bout d'un moment, ouais, mais attends, tu ne vas pas sortir comme ça, quelque part, entre guillemets, ça veut dire que c'est à moi de décider comment tu vas t'habiller. Alors évidemment, si c'est ultra provoquant, ben, je comprends aussi. Hein. Attention, il y a des mesures dans ce que je dis. Mais ça peut être pour la même chose, en fait, qu'il a été séduit, qu'après, il va vous dénigrer. Ou alors, ben, tu es une femme brillante, tu es un homme brillant, intelligent, tout ça. Et au bout d'un moment, ouais, mais bon, t'en fais pas un peu trop. Pourquoi? Parce que ben, la personne, elle va être dépassée, que vous ayez plus de connaissances d'elle. Je veux dire, normalement, une personne qui est avec vous, elle veut votre bonheur. Elle veut votre progression sociale, intellectuelle, spirituelle. Si ce n'est pas le cas, c'est que ce n'est pas bon. Voilà, si elle vous tire vers le bas tout le temps, que ce soit à travers ses paroles, à travers sa façon de vous traiter, à travers, je ne sais pas, la répartition de l'argent au sein du couple. Hein, si vous n'avez même pas de quoi, vous êtes obligé d'aller mendier chaque fois que vous avez besoin de quelque chose. Il y a ça. Et puis, je voulais préciser quelque chose par rapport à ce que tu as dit, Michel. Je pense qu'il y a un cas où les personnes sont dans le déni, mais où c'est un déni sincère. C'est le cas où les personnes ont elles-mêmes grandi dans un milieu où il y avait soit déjà une forme de relation de couple déséquilibrée, soit de la maltraitance. Je repense en particulier à une émission que j'avais faite sur la maltraitance.
où une des personnes disait la première fois que j'ai rencontré un homme qui était gentil avec moi, qui me disait des choses gentilles, qui me disait qu'il m'aimait, qui me faisait des cadeaux, j'avais l'impression que quelque chose n'était pas normal. Parce qu'en fait, elle était tellement habituée à ce que la violence soit la normalité de la relation que pour le coup, c'était là qu'elle se demandait si elle était dans quelque chose de juste. Donc là, je pense qu'effectivement, les personnes, quand elles sont dans des relations malsaines pour elles, et qu'elles trouvent que c'est normal, c'est pas qu'elles ne veulent pas le reconnaître, c'est parce qu'en fait, c'est la seule chose qu'elles ont connue. Et peut-être qu'effectivement, une des questions qu'on peut se poser aussi quand on commence une relation avec quelqu'un, c'est déjà de se rappeler l'exemple de relation qu'on a eu à travers le couple de ses parents. Et si c'est ça, si finalement c'était un exemple qui était positif pour nous, ou si c'était un exemple qui finalement ne nous fait pas tellement envie et sur lequel, avec lequel on a intérêt à prendre des distances. Quelquefois, il faut même faire des thérapies pour ça, parce qu'on sait très bien que tout ce qui a été vécu dans l'enfance, on va avoir tendance à le reproduire. Mais voilà, je trouve que ça peut être intéressant de déjà un petit peu s'interroger sur les références qui ont été les nôtres. Hein. On sait très bien que nos parents, souvent, ont fait ce qu'ils ont pu en tant que parents, et ils ont été les parents qu'ils ont été, mais est-ce qu'on est heureux de ce référentiel dont on a hérité? Est-ce qu'on a envie de reproduire ça dans sa propre famille? C'est-à-dire, j'ai envie d'être comme ma mère ou comme mon père, ou au contraire, est-ce qu'on se dit, ah ben non, là, il y a des trucs qui étaient quand même vraiment pas clean. Ça, j'aimerais bien essayer de ne pas le refaire avec mon conjoint, avec mes enfants, etc. Mais tu as Je passe à la... raison. Le déni, ça existe. Hein. C'est pour ça que j'ai insisté. Je n'ai pas dit que ça n'existait pas. Après, moi, je demande toujours aux gens, par rapport à ce que tu viens de dire, de se poser des questions. Et ça, c'est paradoxal quand il y a des personnes, c'est ce que tu as dit aussi Alain tout à l'heure, quelqu'un prend un coup et puis dit oui, mais bon, lui, il a pris des coups dans son enfance. Prendre des coups, c'est pas bien. Même peu importe, même si le gars il a été martyrisé, traité très mal dans son enfance, eh ben c'est pas bien. Ça reste quelque chose de négatif. Donc moi c'est ce que je dis toujours à ces gens-là. Mais posez-vous la question. Alors l'autre fois au groupe de parole justement en présentiel, ça tombe bien qu'on parle de ça. J'ai dit à cette personne, bah, pourquoi vous agissez pas comme ça par exemple avec vos enfants, avec vos... Ah ben non, mais moi je pourrais pas. J'ai dit, mais là vous êtes en train d'excuser votre mari, ça c'était une femme, de tout ce qu'il fait par rapport à 120 et vous me dites que vous ne le feriez pas. Alors évidemment, ça fait sourire tout le monde. Ben non, ben parce que c'est pas bien. Ben voilà, donc c'est pas bien pour vous, c'est pas bien que votre mari vous fasse subir ça. Donc il faut toujours se poser ces questions. Ce sont des bases, c'est élémentaire de dire bah, si moi je traite ma femme ou mon mari d'incapable, que je lui dis non, mais je veux plus que tu vois ta famille, je veux plus que tu vois tes amis et tout, est-ce que c'est bien? En aucun cas, ça peut être bien. C'est une privation de liberté. De dire à quelqu'un, mais qu'est-ce que tu es moche, qu'est-ce que tu fais vulgaire ou quoi que ce soit, c'est pas bien. De taper quelqu'un, c'est pas bien. Donc, à un moment donné, il faut toujours se poser des bonnes questions. De toute façon, dans un couple, il y a toujours, à un moment donné, il faut toujours se remettre en cause de dire où en est ma relation. Est-ce que là, c'est une relation, alors elle peut être bien, mais ça peut être une relation de routine, ça peut être une relation toxique où on s'enfonce. Et je pense que c'est toujours important tout au long de sa vie de dire bah, où en est ma relation, même avec mes amis, même quoi que ce soit. Alors, c'est pas triturer les ménages, mais de dire bah, j'en suis où, j'en suis aujourd'hui. Et ces petites remises en cause, ça évite justement d'avoir une vie de routine ou une vie qui dégringole. Ou de prendre le problème trop tard, quand il est déjà C'est ça. tellement avancé que ça devient difficile de faire marche arrière. Alain, comment est-ce que tu fais, toi, justement, pour aider les gens à sortir du déni et à prendre conscience de ce qui ne va pas? Alors, déjà, moi, il y a quelque chose sur lequel je voulais un peu rajouter aussi, rebondir, c'est effectivement, je travaille toujours avec les gens sur l'instinct, en fait. Écouter son instinct, son intuition, telle qu'on peut l'appeler, mais souvent, vous savez, je vais prendre un exemple comme ça, mais je rencontre quelqu'un, mon instinct me dit, vous savez, on peut avoir ça, alors après, on va mettre d'autres cases là-dessus, mais c'est les hypersensibles, des choses comme ça, des gens qui ressentent fortement. Et en fait, on va rencontrer quelqu'un à une soirée, un truc comme ça, et en fait, il y a un signe qui va nous dire que ça ne va pas. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer derrière? Donc ça, c'est inconscient, hein, c'est vraiment des ressentis. Et ensuite, il y a le conscient qui va venir derrière, et ça fonctionne pour nous tous tout le temps. Le conscient qui va venir saboter et qui va dire, mais attends quand même, je sais pas, je vais prendre un exemple, lui, il est vachement bien foutu, il est exactement le physique de rêve que j'ai jamais pu avoir. Donc d'un seul coup, il y a votre conscient qui va dire, bah si, je vais quand même sortir avec lui. Mais en fait, la base, c'était vraiment le début, c'était vraiment la première seconde, en fait, ce qui s'est passé. Et ça, les gens, et moi aussi, hein, je suis premier à le faire, mais on a du mal à se dire
non, bah, là, en fait, ce que j'ai pensé au début, c'était la vérité. Vous savez, ce truc de se dire, la première sensation, c'est la bonne, quoi. Bah, voilà. Et donc, en fait, moi, j'aime beaucoup ramener les gens à ça. Dire comment vous êtes rencontrés, comment ça s'est passé. Et les gens vont raconter des choses. Et en fait, il y a vraiment quelque chose qui est… Bon, je suis en hypnose, mais le coaching, tout ça, il y a vraiment deux choses dont je voudrais parler. C'est vraiment le côté où, en fait, si on dit à quelqu'un un conseil, par exemple, tu devrais quitter cette personne. Tu sais, on a toujours dans l'encadrement des gens qui sont comme ça. Tu devrais quitter cette personne, elle n'est pas bonne pour toi. Bah, tu ne le feras jamais parce qu'un conseil, on peut te le donner, tu ne le feras pas. Et si d'un seul coup, on t'amène à toi prendre conscience et dire comment ça se passe, tu vois, là, le matin, le matin, il te met des baffes. Ah oui, d'accord. Du coup, après, tu as des bleus, mais comment ça se passe, tu vois, en ironisant un petit peu. En fait, là, la personne, elle va se rendre compte et au fur et à mesure, elle va se dire, ah ouais, c'est vrai que c'est pas normal, en fait, si quelqu'un d'autre faisait ça ou que… Et donc, on peut amener comme ça à, effectivement, comme disait Michel, à… Le déni, c'est particulier parce qu'en fait, c'est un truc où on sait que c'est comme ça, mais on ne veut pas l'accepter. Et on est dans un monde, c'est vrai, qui est devenu très, très, je ne sais pas comment dire, mais en fait, on a tout aujourd'hui. Et le monde veut qu'on ait… La réussite sociale, c'est j'ai une maison, j'ai un travail, j'ai une voiture. Maintenant, c'est j'ai un téléphone. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et c'est super dur, en fait, de sortir de tout ça. Si la personne qui est toxique, elle t'amène l'argent à la maison, en plus, effectivement, comme tu dis, elle te dit, bah, travaille pas parce que moi, je touche 3 fois ton salaire, donc reste à la maison tranquille. Et puis, t'es bien quand tu as pris quelques kilos quand même, parce que du coup, comme elle va prendre quelques kilos, elle plaira plus aux autres hommes. Donc, du coup, ouais. Alors que la personne, elle veut maigrir parce qu'elle se sent mieux quand elle est mince. Ouais, mais bon, non, mais tu es bien comme ça avec elle. Ça va être un truc comme ça. Et effectivement, ça amène à un confort qu'on ne veut pas quitter. Parce qu'on sait ce qu'on a et on ne saura pas ce qu'on n'aura plus. Et la troisième truc que je voulais effectivement par rapport au déni, c'est, et à ce que tu disais, Michel, c'est un moment de se poser les questions parce que, alors, le coaching est bien connu en ce moment, mais le coaching vient de très lointain, de très ancien dans le temps. Mais si on revient, par exemple, alors, il y a un truc que j'aime beaucoup, moi, c'est le chamanisme. Qu'est-ce qui m'amène le chamanisme? C'est justement à comprendre qu'il y a des cycles dans la vie, en fait. Et que, par exemple, quand on rencontre quelqu'un, au début, il y a la rencontre. Après, il y a l'extase parce qu'on vit avec. Après, il peut y avoir la routine parce que, bon, ça commence à rentrer dans un truc. Et puis après, on se pose la question de est-ce que je suis vraiment bien avec cette personne? Et ça, c'est vraiment des cycles. Et souvent, moi, je travaille beaucoup ça avec les gens aussi parce qu'ils ne se posent pas la question, en fait, de savoir… tu vois, si d'un seul coup, je vais commencer à me poser des questions, je vais me dire, oui, effectivement, cette personne, c'est bizarre. Ouais, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver quelqu'un d'autre. Donc, ils prennent une maîtresse, un amant, et en fait, ils vont peut-être quitter l'autre personne pour aller tout de suite avec l'autre, mais l'autre qui aura exactement le même aspect que la personne qu'elle aura La même quittée. problématique, oui. Et elle ne se sera pas posé la question de rester un peu seule et de se poser et de se dire, bon, bah, qu'est-ce qui plantait dans mon couple, qu'est-ce qui ne marchait pas? Et effectivement, là, je rejoins aussi ce que tu disais, Sylvie, c'est la difficulté dans une relation toxique, c'est de se remettre soi-même en cause. Parce que on va vouloir que ce soit l'autre qui était mauvais, qui était méchant, qui n'était pas bien. Et moi, je suis gentil, j'ai fait tout mon possible. Mais en fait, il y a une part de nous qui voulait ça, en fait. Et cette part de nous, bah, qu'est-ce qu'elle voulait, en fait? C'est comme dit Michel, du bien. C'est-à-dire que dans cette relation, on trouvait quand même du positif. Et on peut sans doute retrouver ce positif avec une autre personne qui n'aura pas le même profil, qui me respectera, qui… voilà, mais c'est… Donc, le déni, c'est compliqué, mais c'est toute cette phase, en fait, toute cette phase de remise en question. Et peut-être, justement, d'imaginer ce que ce serait quand tu serais plus avec cette personne. Là, tu as bien parlé de justement comment tu les aides à sortir de leur déni à travers la parole, à travers le coaching. En quoi est-ce que l'hypnose aussi peut apporter des solutions à ce type de relation? Est-ce que c'est justement parce qu'on va rechercher dans l'enfance, recontacter l'enfant intérieur, comprendre où sont les failles, et ce qui a permis qu'on laisse l'autre s'engouffrer dedans? Qu'est-ce que l'hypnose apporte de particulier en fait dans cette problématique de Alors, relation l'hypnose, toxique? il y a quelque chose que moi, je travaille beaucoup avec les gens. Il y a beaucoup de choses que je travaille beaucoup, mais il y a les blessures de l'enfance. En fait, vous avez sans doute entendu parler ça par Lise Bourbeau. Ouais. Alors, elle en note 5, hein, si je me rappelle. Moi, j'en ai un peu plus. Mais vraiment, quand une blessure va s'ouvrir, c'est une blessure qui a été créée par peut-être un parent, par peut-être l'école, par peut-être
une situation. Et quand elle va s'ouvrir, ben, je vais avoir une telle émotion que du coup, je vais avoir besoin d'aller chercher quelqu'un qui va m'aider. Donc, par exemple, la blessure d'abandon, je ne vais pas supporter d'être abandonné. Donc, forcément, comme j'ai été abandonné à un moment, bah, maintenant, je ne veux plus revivre ça. Donc, qu'est-ce que je vais accompagner par l'hypnose? Je vais accompagner à pas refermer pas refermer cette blessure parce que ça ne se referme pas vraiment, mais à éviter que l'émotion soit trop forte. Et du coup, ça peut amener des gens à se rendre compte et à voir en fait ce qu'il y a derrière. Tu vois, un petit peu comme je ne sais pas à quoi comparer ça, mais comme un théâtre, on verrait la scène qui se passe, puis on va derrière chercher les acteurs et voir que peut-être C'est celui un qui peu fait comme Roméo, c'est un l'expression qui dit un train peut en cacher un autre. C'est vrai qu'une problématique peut en cacher une autre. Je me souviens d'une séance d'écriture que je faisais récemment avec une dame. Donc, on était parti sur une problématique tout à fait autre. Elle me parlait de sa problématique, c'était comment trouver du temps dans ma vie pour ma créativité. Parce que entre mon travail, mon conjoint et tout ça, je voudrais trouver du temps pour ma créativité. Et donc, on commence à travailler ensemble à travers un compte. Et puis, on se rend compte que derrière cette problématique du temps, c'était pas vraiment le temps, le problème, c'était que quand elle prenait du temps pour être seule avec elle-même et profiter de sa créativité, ça la ramenait à une situation d'abandon qu'elle avait justement, puisque tu parles de l'abandon, quelque chose à traiter avec cette blessure d'abandon, et que quand elle était seule, elle revivait cet abandon. Donc, pour ne pas revivre cet abandon, elle s'arrangeait toujours pour saboter le moment où elle aurait dû prendre du temps pour sa créativité, tu vois, parce qu'elle savait qu'elle allait se retrouver face à ça. Voilà. Non, mais le corps est formidable, hein, vraiment, je suis d'accord avec Michel, c'est-à-dire qu'il est capable de créer les pires mots, le mal a dit, mais il est capable aussi d'une transformation incroyable. Et moi, je prends souvent l'exemple du spectacle pour en parler par rapport à l'hypnose, parce qu'on a peur du spectacle, mais quand vous voyez ce que les gens font en spectacle, il n'y a pas de magie. Hein. L'hypnotiseur, il n'est pas magicien, il ne fait pas faire quelque chose de magique à quelqu'un, il fait vraiment ressortir les choses qu'on a en nous. Et on est vraiment capable de choses incroyables. Et donc, c'est plutôt qu'on se masque, en fait, la vérité, et qu'on est tous des êtres formidables, on peut tous créer des choses incroyables, je le vois tous les jours. Mais le problème, c'est que le conscient, lui, va se créer des croyances, des blocages, des limites. Et il y a des gens qui vont venir pousser sur ces limites. Et voilà, je trouve que c'est… donc, il y a les blessures, mais après, oui, peut-être retrouver un événement qui correspond à ça. Alors, on parle de l'hypnose ici parce que c'est ma technique, mais on peut voir en EMDR, on peut voir en plein de choses, en psycho. Hein. En psychanalyse, oui. C'est juste que c'est un peu plus compliqué parce que, étant en dialogue avec le conscient, en psycho, la couche inconsciente est là, bien sûr, mais elle est moins accessible directement. Ouais. Quand moi, je pars en hypnose, j'ai cet enfant intérieur qui, lui, n'a aucune limite et lâche, en fait. Et peut-être qu'après, la difficulté, c'est plus d'accepter ce qu'on a vu pendant la séance. Tu vois, si par exemple, je suis avec un père narcissique, me rendre compte que ma mère ou mon père l'était. Et ça, c'est un truc qui est dur à accepter pour soi. Je pense. Hein. Alors, moi, je voudrais juste… tu me diras ce que tu en penses, ça tombe bien, on en dirait. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup étonné là, ces dernières années. Alors, moi, comme beaucoup, hein, j'ai lu aussi les 5 blessures, qui est un livre vraiment formidable. Et je me suis aperçu, en fait, j'ai rencontré donc au Salon de Dijon des hypnologues. Alors, je ne connaissais pas, hein, je ne savais pas ce que c'était. Et en fait, j'avais du mal à le croire au début, mais maintenant, j'y crois vraiment. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut ramener des blessures d'abandon, d'injustice, d'humiliation, voilà, comme c'est dit dans les livres. Mais je crois qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et pourquoi je dis ça? Parce que parfois, il y a des personnes qui vont vivre quelque chose de très, très difficile avec une autre. C'est ni une blessure d'abandon, ni d'injustice. Et c'est quoi? C'est une blessure liée, alors excusez-moi de déborder un petit peu, mais vu que tu fais des chamanismes, je sais ce que tu vas dire. Ouais, c'est une blessure liée à des vies antérieures. Je suis d'accord, ouais, j'allais y venir. Et ça, aussi, ouais. vraiment, ça existe. Ça oui, je l'ai vécu aussi. Ouais. Et c'est très, très, très difficile. Pourquoi? Parce qu'on se dit, non, mais attends, quelqu'un qui n'y croit pas, il va lui dire, et attention, moi j'ai assisté à des choses, quelqu'un qui vivait, par exemple, un mal de ventre, qui était insoignable, on ne pouvait pas le soigner, et une hypnologue lui a dit, avant quoi que ce soit, hein, elle a dit, mais là, je vois une douleur au ventre, sans rien qu'il lui dise. Il dit, dans une vie antérieure, je vois que vous êtes mort à la guerre, vous avez pris un coup de baïonnette dans le ventre. Ouais. Et lui, il ne s'est pas dit, oh, ça a été une révélation. Et son mal de ventre a disparu.
parce que le fait que son âme, voilà, alors je déborde un peu, hein, Non, mais je pense que c'est important. j'allais y venir Voilà, en fait. voilà, c'est important de parler aussi que Elle le sait, parfois, Sylvie. il n'y a pas que des blessures d'enfance. Et les Ouais, ouais. blessures qu'on ramène d'autres vies, encore une fois, je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas le croire, mais ça peut être aussi très perturbant. Mais moi, je crois vraiment Alors, que ça existe. ouais, moi, je peux tout de suite en parler hein, parce que j'ai travaillé beaucoup dans mes vies antérieures. Alors déjà, je voudrais effectivement démystifier le truc entre parenthèses. C'est que de toute façon, tout part de nos croyances. C'est-à-dire que, je vais vous prendre un exemple, je le fais toujours parce que je fais des ateliers en fait de vie antérieure et je dis aux personnes, on ne saura jamais si c'est vrai ou faux de toute façon. On ne va pas mourir et revenir dans cette vie pour dire au fait, les gars, c'est vrai, hein, il y a quelque chose derrière. Non, ça ne sera pas le cas. Donc forcément, voilà. Et moi, je travaille, effectivement, je te rejoins. C'est que j'avais travaillé avec quelqu'un qui, alors, bah, toujours dans ce thème hein, dont on est en train de parler, revivait toujours le même schéma avec les partenaires qu'elle avait. Et elle me disait, je ne comprends pas pourquoi j'attire toujours cette personne. Et on est parti effectivement dans les vies antérieures. Donc, bah, de toute façon, moi aussi, je suis très... j'ai une part très terre à terre et une part très partant là-haut. C'est les deux qui me sauvent. Mais force est de constater que quand tu vois des choses et tu ne sais pas d'où ça vient, je veux dire, tu vois vraiment, tu as des odeurs, tu as des goûts, tu as des sensations corporelles qui sont là. Et cette personne est repartie effectivement dans plusieurs vies antérieures et a compris ce qui s'était passé. Et effectivement, comme tu me disais, Michel, de comprendre, c'est comme si l'âme d'un seul coup elle comprenait, elle finissait quelque chose. Et c'est ce que je dis toujours aux gens, c'est ne croyez pas à tout ça. L'important, c'est de voir la finalité de la chose. Qu'est-ce qui s'est Voilà, passé dans votre vie? c'est ce que j'allais dire. Si vraiment il y a parmi les gens qui nous écoutent des sceptiques purs et durs, et je peux comprendre qu'on le soit, dites-vous simplement, l'essentiel, c'est qu'au final, votre problème soit réglé. Bah, après, peu importe le moyen, que ce soit Ouais. une vie antérieure ou autre chose, vous, ce que vous vouliez, c'était régler votre problème. Et ben, si ça a réglé le problème d'aller voir dans les vies antérieures, que vous y croyez ou vous y croyez pas, à la limite, peu importe. Oui, il y a un copain qui m'avait dit, je ne sais pas ce que tu as fumé pour faire ce genre de choses. Je lui ai dit, ben, j'ai rien fumé. Et puis, quand même, si tu m'en parles, c'est que tu es intéressé. Hein. Alors là, tu peux aller chercher les gens là-dessus, ils vont te dire, oh non, non. Et puis, un quart d'heure après, ils vont te dire, au fait, tu fais quand tes séances? Voilà, mais forcément, ils seront amenés. Mais pourquoi je disais ça, justement, c'est parce qu'il y a vraiment des personnes que moi, j'ai rencontrées qui, pendant des années, vont voir tous les thérapeutes, tous les psys, tout ça, plus terre à terre. Et à un moment donné, eh bien, l'explication, elle est là. Ouais. Alors évidemment, ce n'est pas la majorité des cas, mais je pense que je me suis permis voilà, de le dire parce que je sais que tu es ouvert à ça, Alain. Attention, ça peut, parfois, ça arrive que notre problème, on ne le trouve pas ici et on le trouve justement dans des biens. Tu sais, il y a un exemple très simple, hein, c'est Freud et Jung. Hein. Freud, il croyait à la thérapie pure, à l'être tel qu'il est aujourd'hui. Et Jung, il a commencé à ouvrir un peu en disant, mais peut-être qu'il y a une autre intelligence qui est autre chose. Et les deux n'étaient pas d'accord, mais les deux avaient raison. Ah oui, bien sûr, on évolue. Alors, il y a autre chose que je voulais dire qu'on n'a pas abordé, et d'ailleurs, on ne l'a jamais abordé, Sylvie. J'ai vu une émission qui tombe bien, tu vois, pour l'émission d'aujourd'hui. Il n'y a pas très très longtemps, c'était en fait pourquoi. Alors, c'est plus je suis désolé, hein, je ne suis pas misogyne, mais c'est plus chez les femmes. Pourquoi beaucoup de femmes sont attirées en fait par les bad boys. Et ça, c'est important parce qu'on en a beaucoup, nous aussi, des personnes dans l'association, eh bien, elles nous disent, alors ça va paraître aberrant, hein, oui, mais je savais que cet homme était violent, cet homme a déjà fait de la prison, pour coups et blessures, pour tentative de viol, et elles sont avec. Et l'autre fois, ils ont passé une émission sur les femmes des grands psychopathes. En fait, la femme de Fourniret, la femme tout ça. Et c'est un débat très intéressant parce qu'ils ont expliqué en fait pourquoi. Alors déjà, c'est un peu plus féminin que masculin, j'y peux rien, c'est comme ça. Et c'est vrai qu'il y a toujours je pense que c'est important d'en parler, il y a toujours cette notion de, eh ben, moi je vais réussir en fait, ce gars c'est un bad boy, eh ben, moi je vais le changer. Faites attention à ça parce qu'on le retrouve beaucoup dans l'association ou quand je demande ou au téléphone quand j'ai des personnes, je suis toujours un peu surpris quand ces personnes me disent c'était quelqu'un quand je l'ai rencontré, il venait d'être accusé de viol ou il avait tapé, c'était quelqu'un de violent. Il dit mais pourquoi vous êtes allé vers cette personne? Parce que ce n'était pas entièrement de sa faute et puis je voulais le changer. J'entends souvent cette phrase.
Alors, le sauveur, attention, je ne quoi. dis pas que ces La gens-là ne sauveuse. méritent pas d'être Non, mais sauvés. plus, C'est pas ça que je là. suis en train de dire. Mais faites attention, faites attention. Et c'est souvent que là, je le dis toujours avec humour, le pauvre romantique, il n'est pas souvent bien aimé. C'est vrai que très, très souvent, moi, quand j'écoute des hommes, des femmes, souvent, ils font, moi, je rêve d'un gars qui est romantique, qui m'offre des fleurs, qui fait ci, qui fait ça. Et puis, très, très souvent, celui qui a des fleurs, il va repartir chez lui avec son bouquet de fleurs. Parce que c'est vrai que très, très souvent, s'il n'y a pas, voilà, s'il n'y a pas un défi, s'il n'y a pas un peu de piment, alors je le dis avec humour, mais je vous assure, alors les gens qui vont nous écouter, faites attention de vouloir sauver des gens qui ont quand même un passif, violent ou quoi que ce soit. Je ne dis pas qu'il faut les laisser attention, parce que maintenant, il faut faire attention à ce qu'on dit sur les réseaux. Je ne dis pas que ces gens-là, il faut les laisser tomber, mais faites attention quand même. Quelqu'un qui a été accusé X fois parce qu'il frappait sa femme, peut-être que vous y arriverez, mais ça risque de vous coûter très cher. Tu sais, Donc attention à ça, vous sautez les balles. je peux aller sur une grande généralité encore plus, par rapport à mon métier, par exemple. Je pense que les thérapeutes, ça leur parlera quand je dis ça, mais quand on devient thérapeute, on a envie d'aider la terre entière. Et parfois, malgré elle, c'est-à-dire que tu vas rencontrer quelqu'un qui va te dire en ce moment, j'ai une douleur à l'épaule. Alors là, tu as des thérapeutes qui vont dire bah, attends, j'arrive. Je vais poser mes mains et tu vas voir, ça va aller mieux. Donc, c'est un truc. L'exemple que tu as donné est très bon. Et je pense que sans aller jusqu'à, entre parenthèses, cet extrême de sauver un bad boy, on veut toujours sauver les gens malgré eux et en fait, on ne peut pas. C'est si la personne te demande de l'aide, peut-être que tu pourras l'apporter, mais dire à quelqu'un, là, je vais vraiment te changer la vie, ça ne marchera pas en fait. Donc, c'était très juste. Oui, c'est plus être le sauveur, là, c'est carrément de l'ordre de la rédemption ou c'est presque une forme d'orgueil, je trouve, de se dire. C'est vraiment le sauveur, mais poussé à l'extrême, quoi. Le sauveur, le vrai, c'est celui-là, c'est celui qui va sauver la personne malgré elle. C'est Dieu. C'est notre image judéo-chrétienne. Oui, parce qu'en fait, comment dire, avoir envie d'aider les autres, comme disait Michel, avoir envie de tendre la main, de faire du bien à quelqu'un, c'est quelque chose d'humain. La question, c'est toujours jusqu'où. Vous connaissez tous ce petit rituel des hôtesses de l'air dans les avions qui vous explique que vous devez mettre votre propre masque à oxygène avant même de le mettre à vos enfants en cas d'accident. Alors, c'est difficile d'entendre ça la première fois, mais il vous explique bien que de toute façon, si vous n'avez pas votre propre masque à oxygène, vous serez en mesure d'aider personne. Et je trouve que c'est un petit truc tout bête dont on devrait se souvenir aussi en termes de relations. Oui, c'est bien de vouloir aider les autres, mais si déjà soi-même on ne respire plus dans la relation, comment est-ce qu'on va pouvoir être une aide efficace? Et puis en plus, effectivement, est-ce que l'autre nous l'a demandé de l'aider? Et jusqu'où on doit aller? Est-ce qu'on doit accepter de se laisser démolir sous prétexte d'aider quelqu'un? C'est là aussi. Oui, parce que j'avais rencontré quelqu'un, comme dit Michel, qui voulait à tout prix que cette personne perverse narcissique, elle voulait à tout prix la changer, en disant mais je suis sûr que c'est une personne bonne, elle peut changer, je vais y aller, t'y crois pas? J'avais dit c'est pas une question d'y croire ou pas, c'est une question de qu'est-ce que tu vas y laisser à faire ça, quel est le but de ça? Parce que est-ce que la personne t'a dit moi je veux changer, enfin voilà, peut-être qu'elle est bien dans son rôle. Et puis bon, on sait quand même que les vrais pervers narcissiques, on ne peut pas de toute façon alors les changer, je ne sais pas, mais en tout cas les aider, c'est pas possible. Donc tout dépend de ça. C'est qu'est-ce qu'on va y laisser, quelles sont les plumes qu'on va y laisser. Si c'est pour y laisser sa santé, ça ne sert à rien en fait. Alors justement. Voilà. C'est ce que je voulais aborder en dernier. Quand on a pris conscience, quand on est sorti du déni et qu'on a pris conscience qu'on est comme ça dans une relation qui est toxique pour nous, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Alors, dans le meilleur des cas, effectivement, si on voit qu'il n'y a rien à sauver, c'est de partir, mais il y a des situations où on ne peut pas partir ou pas tout de suite. Je donnais l'exemple, si par exemple on est un enfant et que c'est un de nos parents qui est toxique, eh ben, on ne peut pas quitter nos parents. Si c'est notre patron qui est toxique, ok, on va peut-être pouvoir partir, mais peut-être pas tout de suite. Donc en attendant, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut, par exemple, essayer de poser des limites pour en quelque sorte, limiter les dégâts, éviter que ça n'aille trop loin et que cette relation, elle nous fasse vraiment du tort de façon durable et profonde? Est-ce que toi, Michel, en tant que président de la VMPN, ou toi, Alain, en tant que thérapeute, vous auriez des pistes à donner aux gens qui voudraient comme ça commencer déjà qui ne peuvent pas encore sortir, mais qui se disent « Ouh là là, il faut que je commence à poser un certain nombre de protections pour ne pas me laisser détruire, me laisser démolir dans cette relation. Parce que là, ouais, quand même, je commence à me rendre compte que je prends cher. » Alors, tu as cité 3 cas qui sont essentiels et différents. Un enfant qui est victime de manipulateurs pervers narcissiques, pour moi, ça va être le plus dur. Parce que s'il n'est pas en âge
de partir de chez lui ou autre, ça va être très difficile. Un enfant qui se rend compte à 12, 13, 14, 15 ans, il dit mais je fais quoi? Et c'est pour ça que parfois il y a des enfants qui sont perdus, qui partent, tout ça. Et c'est vrai que ça va être difficile parce qu'ils n'ont pas leur autonomie. Donc c'est vrai que, alors ils peuvent quand même, si ça va trop loin, là aussi encore, tout dépend. Est-ce qu'il y a des violences que psychologiques, physiques ou quoi que ce soit? Il y a des enfants qui au contraire, que ça va les endurcir, ça va les fortifier, qui vont être beaucoup plus forts après. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Donc, pour ces enfants-là, je pense que déjà, c'est d'en parler. Le dialogue, d'en parler à d'autres personnes, pas à leurs parents évidemment, mais à l'entourage, à des amis, d'en parler à l'école, d'en parler le maximum. C'est toujours le dialogue. Il ne faut jamais, jamais rester dans le silence. Ça, c'est la première chose. Après, le deuxième cas que tu évoques, c'est si, par exemple, au travail. Alors, au travail, heureusement, il y a des lois. Il y a quand même des lois. Et puis, à un moment donné, c'est sûr que peut-être, eh ben, soit il va falloir, parce que souvent on n'ose pas, on dit, mais si je vais encore déclencher la guerre. Moi, combien de fois au boulot, il y a très longtemps, il y avait un patron qui était, mais il y a longtemps, hein, donc les dernières années, pour moi, elles étaient super, mais quelqu'un voilà, qui maltraitait les gens, 15 dépressions dans le service quand même en un an, et les gens, quand on lui disait, il faut faire quelque chose, oh mais ouais, mais attends, mais moi j'ai ma femme, ou j'ai mon mari, j'ai mes enfants, voilà, les gens, vas-y si tu veux, mais moi je reste derrière. Mais il y a quand même des lois, il y a quand même des choses que maintenant on peut faire. Alors souvent on a peur, souvent oui, vous risquez de vous retrouver bien seul, mais à un moment donné, ce qui est important de dire, c'est où j'en suis, quel est mon état de santé, est-ce que je vais pouvoir continuer comme ça? Et le troisième cas, donc évidemment, c'est dans le couple, et nous on propose toujours aux gens, que ce soit dans le travail ou dans le couple, d'écrire. Très très souvent, on dit aux gens, écrivez. Vous faites une colonne de votre relation, le pour et le contre. Ah, le pour, vous allez en trouver, mais pas beaucoup. Pourquoi le pour? Ça va être, ah ben, c'était merveilleux au début. Ouais, puis des moments, il est bien gentil, puis des moments, il m'offre des fleurs. Ouais, là, ouais, là, attention, hein, c'est pas que. Mais par contre, le négatif, ah ben, il ou elle me rabaisse, ah ben, il ou elle me met des coups, maltraite les enfants, alcoolique, etc., m'éloigne de ma famille. Et vous verrez que la liste, très, très souvent, elle est beaucoup plus importante, si vous êtes honnête avec vous-même, évidemment. Elle est beaucoup plus importante du côté négatif que du côté positif. Donc, d'écrire déjà, ça peut dire, comme on dit, ce qu'on a dans la tête, on le met sur un papier, donc on ne l'a plus à l'intérieur, on l'a en face de soi, c'est extrêmement important. Et puis à un moment donné, il va falloir dire, ok, je vais peut-être perdre mon boulot, je vais peut-être perdre une partie de mes amis, je vais peut-être perdre ma maison, ma piscine, ma voiture ou quoi que ce soit, peut-être, peut-être pas, mais c'est pour un temps, parce qu'on va rebondir. Mais souvent, c'est ce que je disais tout à l'heure, une histoire de déni ou de je ne veux pas perdre ce que j'ai, eh bien, c'est la question qu'on doit se poser. Une fois, dans la conférence que j'ai faite, la même sur les manipulateurs, Sylvie, qu'on a fait ensemble, il y a une personne qui me dit, ouais, mais Michel, pour vous, c'est facile. Alors, je dis non, c'est pas plus facile pour moi que pour d'autres, même si j'ai pas vécu de manipulation. Il dit, ouais, mais bon, quand on se retrouve dans la rue, qu'on n'a plus de boulot, qu'on n'a plus ci, qu'on n'a plus ça, j'ai même pas eu à répondre à la question, j'ai même pas répondu. Il y a eu un tollé dans la salle et qui ont dit, mais madame, non, non, ce que vous dites, on n'est pas d'accord. Parce que la liberté, ça n'a pas de prix ou ça a un prix. Après, on peut le voir comme on veut. Mais en attendant, ça vaut le coup. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit, bah oui, ça fait 2 ans, pendant 2 ans, je ne suis pas parti en vacances, mais maintenant, je suis libre. Je n'ai plus à dépendre de ce manipulateur, cette manipulatrice, et je suis libre. Et ça, c'est important. Mais encore une fois, on ne peut pas forcer les gens, mais ça fait partie des solutions. C'est-à-dire, à un moment donné, on s'arrête, on dit, bon, peu importe l'âge, hein, je dis bien peu importe l'âge. Bien, ben, qu'est-ce que je fais? Je continue comme ça, et comme tu l'as dit, Alain, ouais, mais alors j'ai mal au dos, je peux Ouais, pas voilà. rester, j'ai mal Et aux encore, genoux, on ne parle pas de je choses les plus respirer, graves. je Ouais, prends des fibromalgies, des choses comme ouais, ça. voilà, cancer. Voilà, Ouais. je continue comme ça, ou j'arrête. Par contre, le fait d'arrêter, oui, ça sera peut-être pas sans conséquence. Bien Oui, sûr. c'est comme pour le couple, finalement, Oui, c'est les mêmes questions, c'est les mêmes enjeux, c'est les mêmes choses qui nous retiennent hein, de c'est ça. partir, la famille, la peur de se retrouver seul, sans moyens, etc. Et effectivement, ce qui est au centre de l'enjeu, c'est toujours nous. Jusqu'à quel point je suis prêt ou je suis prête à me laisser abîmer pour sauver ou ce couple ou ce travail? Est-ce que je vaux vraiment si peu que ça? Est-ce que c'est vraiment comme ça que j'ai envie de me traiter? Peut-être Alain, tu voulais réagir à Alors ça? oui, moi, vraiment, je parlerai justement purement de la technique que je fais, moi, pour effectivement travailler sur les émotions. Il y a 3 phases. Il y a la première phase, enfin, il y aura même presque 4 phases. La première, ça va vraiment être de détecter, parce que là, je veux vraiment parler purement énergétique. C'est aussi une partie de mon métier, hein, mais c'est très marquant. C'est-à-dire qu'on va se baser sur les chakras.
moi, je fais déjà ressentir, je fais mettre la personne en face de soi sous hypnose et ressentir dans le corps où est-ce que ça va taper. Donc, on va prendre un exemple classique. Si j'ose pas dire quelque chose à quelqu'un, ça va être la gorge. Là, vous aurez tout de suite des gens qui vont se créer souvent des angines, qui vont prendre des médocs, il n'y a pas de souci, hein, qui vont toujours… Mais bon, elles auront toujours des pertes de voix et des trucs comme ça. Donc ça, c'est la première chose, c'est détecter où est-ce que ça vient. Parce que quand tu es en contact avec quelqu'un, ça va taper à cet endroit-là. C'est ce lien qui est là. Et c'est vraiment un lien, il n'est pas physique, il est énergétique, mais c'est comme s'il était là et comme si toutes les personnes qu'on rencontre dans notre vie, on crée un lien comme ça, hein, qu'il soit toxique ou pas, mais en tout cas, on crée un lien. Donc, on va déjà le détecter. Ensuite, la deuxième chose, ça va être de pardonner. Alors, ce qui parfois est une des choses les plus difficiles. Et on ne pardonne pas pour l'autre, mais on pardonne pour soi. Donc, du coup, on va pardonner à l'autre et puis on va se pardonner à soi. Et ensuite, l'autre chose, ça va être de couper le lien, effectivement, pour l'enlever. Qu'est-ce qu'on travaille quand on travaille ça? Alors, oui, et après, une fois qu'on a coupé, pardon, on va mettre quelque chose de cool à la place parce que la nature n'aime pas le vide, et donc on va mettre quelque chose de cool pour nous. Mais qu'est-ce qu'on travaille quand on travaille ça? On travaille l'émotion, en fait, puisque ce qui nous empêche souvent de quitter quelqu'un ou de couper une relation, c'est l'émotion qu'elle déclenche. Et d'un autre côté, c'est cette émotion qui nous crée de se rabaisser, de ne pas avoir confiance en soi. C'est une émotion, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a la peur, la joie, la tristesse, la colère. Donc, de toute façon, ça va, c'est assez simple. Et en fait, c'est ce que… Alors, je suis d'accord avec Michel, quand on est enfant, c'est plus compliqué sans doute dans la famille. Au boulot, ça peut être très compliqué. Après, si vous êtes une équipe, il peut y avoir aussi une espèce de truc soudé où on va tous aller… hein. Moi, c'est ce qui… Dans le travail où j'étais, c'était le problème, c'est que la personne avait réussi à tous nous mettre dans des coins et on ne s'était jamais alliés pour aller contre lui. Et au final, on est tous partis et lui, il a gagné. Enfin bref, ça, c'est autre chose. Mais vraiment, ça va être chasser l'émotion pour pouvoir parler. Parce qu'en fait, la seule chose qu'il faut, c'est pouvoir parler. Et parler comment? Alors là, c'est de l'analyse transactionnelle, donc on ne pourrait pas forcément en parler très, très longtemps, mais c'est de se placer en adulte. Et en fait, dans un lien toxique, on n'est jamais placé en adulte soi. On est placé en enfant et l'autre se place en parent même souvent. Et il va écraser la personne comme si c'était son enfant. Alors, dans le cadre d'une famille, c'est compliqué parce qu'on est vraiment l'enfant. Mais bon, quand on grandit après, on devient adulte et si on reste toujours position enfant, ça ne va pas. Dans le cadre d'un couple, il faut arriver à se mettre en adulte. Et pour pouvoir se mettre en adulte et parler et poser ses limites et dire ce qu'on veut, il faut que l'émotion soit coupée. Donc, c'est le travail primordial, je dirais. Et je rejoins aussi Michel par rapport à l'écrit, parce que on peut, vous connaissez peut-être l'exercice des petits bonhommes allumettes, mais c'est vraiment de l'écrit aussi. Et par l'écrit, on peut libérer beaucoup de choses, en fait. Et donc, voilà, c'est ce que je dirais. Moi, la première chose, c'est couper l'émotion pour pouvoir agir, en fait. Et puis l'exercice de Michel, je trouve qu'il a aussi cet avantage que finalement c'est quelque chose de vraiment objectif, carré. Ouais. Ah, alors effectivement, il faut On le faire voit comme les il le choses, disait ouais. avec sincérité. Mais c'est vrai que quand on fait qu'y penser, on peut avoir tendance à magnifier certains moments. Certes, ils ont été rares. Ah Bah oui, ouais. mais c'était tellement beau. Puis alors hop, on se grossit le truc et puis on gomme au contraire tous ceux qui ont été plus désagréables. Tandis que vraiment, quand on le met noir sur blanc sur le papier et qu'on voit, comme il le disait, le déséquilibre entre la colonne des pour et la colonne des contre, Ouais. c'est mathématique. On voit vraiment qu'il y a un malaise et que c'est pas du tout équilibré, quel que soit ce qu'on essaie de se raconter. Et Il y a tout ça. Voilà. tu sais, je ferai un lien avec un autre sujet, et c'est un parallèle un peu rapide, mais les gens qui me disent « j'ai pas de temps dans la vie », moi, je leur fais écrire leur ligne de temps, quand est-ce que tu te lèves, quand est-ce que tu vas te coucher. Et au fur et à mesure, les gens, ils se rendent compte. En fait, ils ont parfois 4-5 heures dans leur journée où ils ne font rien. Et c'est le même exercice, c'est effectivement de mettre sur le papier les choses qui sont à l'intérieur et qu'on ne voit pas forcément. Et ça, écrire, c'est fondamental. Voilà, ouais, poser vraiment un regard aussi objectif que possible sur la situation. Et puis pour en revenir au problème des enfants ou des jeunes, qui était effectivement le plus grave, le plus difficile en tout cas dans ce qu'on a évoqué, je dirais que souvent, ce qui peut les aider, et Dieu merci, c'est quand même souvent le cas, c'est que dans la famille, il y a un autre adulte qui leur propose une autre forme de relation et sur lequel ils vont pouvoir s'appuyer. Ça peut être un oncle, un cousin, un grand-père, une grand-mère, ça peut être même des fois un voisin, quelqu'un qui a un rôle important dans leur éducation, un de leurs enseignants, quelqu'un avec qui ils font du sport.
Et c'est vrai que souvent, j'ai remarqué que les gens qui sortent de ce type de scénario, même quand ils ont eu une enfance difficile, c'est parce que dans leur parcours, ils ont su aussi trouver un autre référentiel que ce référentiel dysfonctionnel qui leur a été donné par le parent ou des fois les deux parents. Et c'est alors, si vous êtes quelqu'un dans ce cas-là, essayez de trouver dans votre entourage qui peut jouer ce rôle-là pour vous. Essayez vraiment de privilégier au maximum cette relation en termes d'importance et en termes de temps que vous y consacrez. Certes, pour l'instant, vous êtes obligé de rester dans le milieu familial qui est le vôtre et il n'y a rien à faire contre ça. Par contre, vous pouvez essayer en quelque sorte de trouver des... je n'ai pas envie de dire des compensations, parce que ce n'est pas de cet ordre-là, oui, d'autres modèles, d'autres référentiels qui vont vous permettre de vous construire différemment. Et une fois que vous serez à l'âge adulte, et bien justement, quand vous choisirez de lâcher ce modèle de vos parents qui a été dysfonctionnel, et bien vous aurez un autre modèle sur lequel vous pourrez vous appuyer. Vous ne vous sentirez pas tout fragile et tout incapable à votre entrée dans la vie. En général, de prendre conscience, c'est déjà énorme parce qu'on ne va pas généralement reproduire si on prend conscience. on sort de la zone de confort, en fait, quelque part. Donc, et puis, il y a des associations qui peuvent aussi nous aider. Hein. Quand on est jeune aussi, on peut contacter aussi des associations. Moi, je sais qu'il y a des groupes sur Facebook aussi, des choses comme ça. On peut toujours trouver… Voilà, mais effectivement, comme vous l'avez dit tous les deux, déjà, une fois que la prise de conscience est faite, en parler, essayez de ne pas rester là-dedans et de trouver des solutions. Alors, on espère qu'on vous en a apporté, qu'on vous a apporté des explications, mais aussi des solutions par rapport à ce que vous pouvez vivre. Je vous remercie tous les deux d'avoir croisé vos connaissances et vos compétences pour aborder le sujet. Donc, comme d'habitude, je vous mets sous la vidéo les coordonnées de Michel, de la VMPN, si vous voulez participer à un groupe de parole. Et puis celle d'Alain, si vous voulez faire une séance avec lui, y compris pour l'investigation de vos vies, de votre passé karmique, si vous voulez aller jusque-là. Avec plaisir, ouais. Voilà, mais des fois, ça peut commencer par des choses de l'enfance. C'est toujours passionnant. Voilà, et puis il y a aussi bon nombre d'émissions qu'on a déjà faites avec chacun d'eux séparément que vous pouvez revoir si vous les découvrez aujourd'hui. Donc merci à tous les deux, et puis merci à tous ceux qui auront regardé la vidéo. Merci, bonne journée. Bonne journée.